Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Jeudi 5 octobre, c'est le grand rendez-vous du cheval vapeur et c'est à 13 heures sonnantes que le 59e salon de l'automobile ouvrait ses portes. C'est-à-dire il y a quelques secondes. Nous devrions donc retrouver maintenant auprès de Stéphane Collaro un véritable passionné de l'automobile puisqu'il doit s'agir du premier visiteur du salon. À vous Stéphane. Jean-François, je dois dire qu'à ma grande honte, j'ai raté le premier visiteur du salon. Cette année, ce sera en quelque sorte une nouveauté. Il faudra se contenter du deuxième visiteur. Monsieur, qu'est-ce qui vous attire au salon de l'auto? Eh bien, ce sont les nouveautés au point de vue nouvelle voiture, disons, automobile, au point de vue finition, au point de vue technique aussi. Et de même que les voitures de compétition, les problèmes de pneus. Est-ce que vous possédez déjà une voiture? Oui, je possède une voiture, oui. Vous avez l'intention de changer de voiture au cours du salon? Non, non, absolument pas, non. Absolument pas. Mais il faut constater d'ailleurs en général que la plupart des visiteurs du salon ne viennent pas pour acheter. Le volume des ventes effectuées au salon représente environ une journée de la production totale d'un constructeur, ce qui est extrêmement faible. Ce qu'il faut dire, c'est que cette année, le salon de l'auto sera un très très beau salon si l'on considère le nombre et la diversité des nouveaux modèles présentés. Nouveauté dont la principale est sans doute la Peugeot 104 que les visiteurs pourront découvrir tout de suite à gauche de l'entrée principale. Des innovations, une exposition sur l'automobile et l'environnement qui traite des problèmes de nuisance et de circulation. Il n'y a pas de changement, je vous le signale, par rapport à l'an dernier en ce qui concerne les parkings et les accès, mais il faut souligner qu'un important salon du cycle et de la moto se tient également à la porte de Versailles et qu'il dispose pour la première fois de 2 pistes d'essai qui sont situées à l'intérieur même du salon. Il me reste à vous donner les horaires et les jours d'ouverture, du 5 au 15 octobre inclus, vous l'avez dit. Le salon ouvre à 10 h tous les jours, sauf le samedi et le dimanche à 9 h. Et il ferme à 20 h, sauf les mercredis, vendredis et samedis, où la fermeture est reportée jusqu'à 22 h. Un dernier mot, toutes les menaces qui semblaient peser l'an dernier sur le salon de l'auto semblent s'être dissipées. Et les organisateurs espèrent bien battre le record des entrées, un record établi en 68, 1 060 000 visiteurs. À vous, Cognac G. Eh bien, nous aurons l'occasion pendant toute cette semaine de reparler de ce phénomène actuel qu'est l'automobile. Et en fin de journal, nous vous présenterons d'ailleurs l'une des nouveautés de ce salon. La politique, au lieu d'un débat sur la déclaration de politique générale du Premier ministre, c'est un débat sur la motion de censure déposée par l'opposition de gauche qui s'est engagée hier après-midi et qui va se poursuivre aujourd'hui. Le vote n'intervenant d'ailleurs que dans la soirée. François Bonnemain, il y a 2 cas à l'Assemblée où le gouvernement joue sa place. Soit il engage lui-même sa responsabilité, soit c'est l'opinion qui dépose une motion de censure. Et là, c'est le cas. Effectivement, c'est le cas, c'est de motion de censure qu'il s'agit aujourd'hui. Ce qu'il faut en savoir, eh bien, pour qu'elle soit recevable, il faut qu'elle soit signée par le 10e au moins de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire actuellement 49 députés. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Enfin, seuls les votes favorables sont comptabilisés. Ce qui fait qu'il est difficile de distinguer entre les gens qui sont favorables au gouvernement et ceux qui, comme M. Jean-Jacques Servan-Schreiber notamment, voudraient s'abstenir. Si la motion est rejetée, ces signataires ne peuvent en déposer une autre avant la prochaine session. Au cours de la même session, on ne peut pas déposer 2 motions. Rappelons que la motion de censure votée aujourd'hui a été déposée par 18 communistes, 25 socialistes et 6 radicaux hostiles à M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Depuis le début de la Ve République, c'est la 19e motion de censure. Une seule a été adoptée contre M. Pompidou, alors Premier ministre, le 4 octobre 1962, il y a 10 ans exactement. Cela, je vous le rappelle, avait provoqué la dissolution du Parlement et de nouvelles élections. Qu'il engage sa responsabilité ou qu'il y ait motion de censure, si le gouvernement est battu, le Premier ministre doit remettre immédiatement sa démission au président de la République. Je ne pense pas que ce soit le cas ce soir. Une nomination à la présidence de la Commission des affaires culturelles. Il s'agit de M. Henri Berger, député UDR de la Côte d'Or. Il remplace M. Alain Perfit. Un nouveau mouvement politique est né hier soir. Il est l'émanation de la tendance minoritaire du Parti radical socialiste, c'est-à-dire la fraction hostile à la politique de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le nouveau président doit être M. Robert Fabre et ce mouvement doit se nommer le mouvement de la gauche radicale socialiste. Les mouvements de grève à la SNCF, toujours des perturbations dans la région Provence-Côte d'Azur, qui s'étendent maintenant dans la région sud-est et aussi qui ont touché aujourd'hui les banlieues de Paris. On pense maintenant que la poursuite ou non de ces mouvements de grève locaux
se décidera à l'échelon national. Il se trouve que depuis ce matin, les syndicats et la direction générale ont eu une entrevue qui était prévue. Ils n'ont pu manquer d'évoquer donc le conflit actuel. Gilbert Denoyant suivait pour nous cette rencontre, du moins son début ce matin. La grève de la région de Marseille devrait prendre fin ce soir et le contact est maintenu entre la direction de la SNCF et les syndicats de cheminots. Ce sont les deux informations importantes à relever après la réunion de ce matin. Je vous rappelle que cette réunion avait été organisée à la demande des syndicats pour débattre des salaires. Débattre des salaires puisqu'aucun accord n'était parvenu pour 1972. Les syndicats contestent les augmentations octroyées par la direction, c'est-à-dire 2% à partir du 1er octobre et 1% à partir du 1er novembre. Ils demandent quant à eux 5% avec effet rétroactif à partir du 1er juillet. À la sortie, M. Guibert, directeur général, devait nous dire « Le contact est maintenu, nous allons étudier les propositions des syndicats et nous nous retrouverons mardi prochain à 15h30 pour donner notre réponse. » Ce que l'on peut dire en conclusion, c'est que la réunion de ce matin va sans doute contribuer à détendre le climat plutôt difficile qui régnait depuis quelques semaines chez les cheminots. Depuis ce matin, et officiellement, le Danemark a un nouveau Premier ministre, M. Anker Jørgensen, que nous vous présentions d'ailleurs mardi soir comme successeur probable de M. Jens Otto Krag. M. Jørgensen est issu d'un milieu ouvrier, il était le leader du syndicat des ouvriers spécialisés du Danemark et député social-démocrate. En le choisissant comme successeur, M. Krag pense probablement qu'il pourra rassembler les suffrages de ceux qui ont voté non à l'entrée dans le marché commun et de ceux qui ont voté oui. D'ailleurs, dès sa nomination, M. Jørgensen a annoncé qu'il participerait au sommet de Paris les 19 et 20 octobre avec son ministre des Affaires étrangères et celui de l'économie extérieure. Deux Concorde viennent d'être commandées fermes par l'Iran et le même pays a pris une option sur un troisième appareil. Le contrat a été signé ce matin à Téhéran entre la compagnie Iran Air et le vice-président de la British Aircraft Corporation. Jean-Jacques Suzini, l'ancien chef de la tendance dure de l'OAS, a été arrêté à Marseille et écroué. Il est inculpé d'arrestation illégale et de séquestration de personnes. Trois de ses anciens complices l'ont accusé de l'assassinat de l'ancien lieutenant-colonel Gorel, qui fut trésorier de l'OAS. Suzini avait été longuement entendu déjà en 1969 par le commissaire Poisblanc au sujet de la disparition de Raymond Gorel, enlevé le 20 décembre 1968 à son domicile de Malakoff. Comment cela s'était-il passé? Eh bien, Robert Werner a pu recueillir le témoignage exclusif de son épouse, de Madame Gorel. Jean-Jacques Suzini a été écroué pour séquestration de personnes. Qu'en pensez-vous? Je pense que, en ce qui concerne la disparition de mon mari, nous avons toujours pensé, mes enfants et moi, que Jean-Jacques Suzini était lié à cette disparition, à cet enlèvement, mais c'est un sentiment purement personnel. Votre mari a disparu quand exactement? Le 20 décembre 1968, à 8 h du matin, il a quitté notre domicile à Malakoff au volant de sa voiture, nous l'avons vu partir. Et il n'est jamais arrivé à son bureau. En fait, nous avons su, puisqu'il y a eu des témoins de cet enlèvement, que l'enlèvement avait eu lieu à 50 mètres de notre domicile, rue du Docteur Ménard, devant d'ailleurs une vingtaine de personnes, dont aucune n'est intervenue. Vous n'avez plus jamais eu du tout de nouvelles de votre mari? Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mon mari, mes enfants non plus, bien entendu. Nous n'avons non plus jamais reçu aucune demande de rançon, aucune lettre de chantage. Donc la dernière trace que vous ayez de votre mari remonte à 1968. 1968, 8 h du matin, sa voiture a été retrouvée abandonnée boulevard Victor, je pense le lendemain matin. Avec d'ailleurs à l'intérieur sa serviette, ses papiers, toutes ses affaires. Votre mari a disparu, est-ce que vous pensez qu'il est vivant? Je l'ai espéré pendant quelque temps. Je crois que maintenant nous n'avons plus d'illusions à ce sujet, depuis un moment déjà. De toute façon, ce que nous voulons et ce que nous avons toujours voulu, c'est savoir la vérité. Je pense que vraiment enlever un homme et l'assassiner, même si c'est simplement par accident, comme on l'a dit, à la suite d'un interrogatoire trop poussé, pour moi, c'est un crime. Monsieur Édouard Guirec poursuit ses entretiens et ses visites en France. Après l'industrie, hier à Lyon, le premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais s'intéresse à la consommation et il visitait ce matin le centre commercial de Vélizy, dans la banlieue parisienne. Monsieur Guirec avait personnellement demandé à visiter une ville nouvelle et son centre commercial. C'est de sa part une volonté significative car en Pologne, il a fixé pour objectif prioritaire l'amélioration des conditions de vie. M. Guirec a visité un appartement témoin de la ville champignon de Vélizy. En Pologne,
Le logement est actuellement le problème numéro 1 et M. Guirec a voulu se rendre compte par lui-même de ce que faisaient en ce domaine les Français. Puis il a visité un des temples de notre société de consommation, le centre commercial de Vélizy 2. M. Guirec a voulu y glaner des idées qu'il aimerait faire appliquer en Pologne pour les ménagères polonaises. Il nous a déclaré que ce centre commercial lui plaisait beaucoup et nous a laissé entendre qu'il en ferait construire dans le même style dans un proche avenir en Pologne. Je vous rappelle que cet après-midi, M. Guirec aura un troisième entretien en tête-à-tête avec M. Pompidou, entretien qui sera suivi demain par la signature d'un accord entre la France et la Pologne. L'homme qui, hier, a tué 4 personnes et en a blessé 6 aux Nouvelles Galeries d'Angoulême a été inculpé d'homicide et blessures volontaires. Mais son procès ne sera pas seulement celui d'un assassin, mais aussi celui de l'attitude de la société vis-à-vis de la conduite étrange de certains de ses membres. Cet acte dramatique pose 2 questions. Quand et comment faut-il laisser un malade mental en liberté? Et surtout, comment peut-on laisser un tel malade utiliser une arme aussi dangereuse qu'une carabine Winchester et qui plus est, se promener dans la rue et pénétrer dans un magasin avec cette carabine? Alain Lemaître a rencontré ce matin le docteur Bensoussan, un neuropsychiatre. Récemment, des actions importantes, soit des psychiatres d'exercice privé, soit surtout des jeunes psychiatres en formation, ont attiré l'attention sur la nécessité d'une suite importante. Quel que soit le respect qu'on a pour la liberté humaine, et qui est un de nos soucis les plus constants, il est évident qu'il y a dans la société un certain nombre d'individus qui, malheureusement pour eux et d'une manière maladive, sont dangereux. Et que ceux-là, il faut trouver les moyens de les empêcher de nuire. Ceci n'est peut-être pas tout à fait conforme à toutes nos pensées ou à nos idéaux philosophiques, mais c'est une nécessité pragmatique. Alors précisément, y a-t-il des critères et quels sont-ils pour remettre tel ou tel malade en liberté? Alors là, vous me posez une question de fond qui est importante. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de critères absolus. Il faut avoir le temps d'étudier et de suivre en détail chacun. Et le système actuel nous permet seulement de faire de la psychiatrie en série, avec tous les dangers, et malheureusement celui-là en est un qui l'illustre d'une manière trop dramatique, avec tous les dangers que cela présente. Alors la psychiatrie, la bonne psychiatrie ne se fait pas et ne peut pas se faire en série. Il s'agit de cas individuels, ils doivent être chacun considéré dans ses nécessités et ses dangers. Mais y a-t-il des moyens efficaces de suivre un malade qui est en liberté? Il y a un moyen efficace de le faire, c'est de le suivre souvent, régulièrement. Pour cela, il faut des équipes, il faut du personnel, il faut du temps. Et il faut surtout des moyens matériels. Nous manquons de tout. Nous sommes dans le désert. Les championnats de France de football. Nice seul en tête pour l'instant avec 15 points, suivi par Angers et Nîmes 13 points, puis Marseille, Nantes et Lyon 12 points. Nous allons revenir maintenant sur 2 matchs qui se jouaient hier soir, la victoire de Nice devant Strasbourg et celle de Lyon face à Angers. Voici un résumé de ces matchs. Devant 12 000 spectateurs, Nice sans Eriksson recevait Strasbourg privé de Molitor, Zamoski et Roy. Les Strasbourgeois à droite, tous blancs vêtus, avaient donné le coup d'envoi, mais les Niçois s'emparaient aussitôt du ballon et obtenaient un corner après 1 minute de jeu. Corner qui allait être très vite joué entre Loubet et Chorda qui centre, Montes et Dutchman se gênent et Revelli conduit le ballon dans les filets. 44e minute, Luc remonte 50 mètres de terrain, centre, du gauche et oui, et Van Dijk de la tête devance Montes, c'est le 2e but et tout de suite c'est la mi-temps. À la 72e minute, Huck remonte une fois de plus le terrain et il va donner à Van Dijk qui de 25 mètres va ajuster un tir terrible. Ce sera le 3e but, le dernier d'un match assez facile pour les Niçois face à une courageuse équipe de Strasbourg qui aurait mérité de sauver l'honneur. 15 000 spectateurs hier soir à Gerland pour applaudir Angers, le leader du championnat. D'entrée, les Angevins vont prendre le match en main avec un milieu de terrain rayonnant, Guillou Poli. Et c'est une faute sur Poli précisément qui va amener le premier but angevin. Sur ce coup franc rapidement tiré, Damjanovic s'infiltre, centre à ras de terre et Baeza détourne dans ses propres filets, 1-0 pour Angers. Le match reprend, les Lyonnais repartent à l'assaut et c'est un coup franc sur Trivic qui va provoquer l'égalisation lyonnaise. Regardez bien ce tir de Chiesa, une pure merveille.
La même action au ralenti. À la mi-temps, un but partout. C'est logique, mais en deuxième mi-temps, les choses vont changer. En effet, Guillou, le meneur de jeu angevin, est blessé, il sort. Dès lors, les Lyonnais vont prendre le match en main. Et l'arbitre va peut-être commettre une grosse faute d'arbitrage en validant un but, à mon avis, hors jeu. Vous pouvez le constater avec la présence de Trivic, le Lyonnais, mais il validera le point obtenu par le jeune avançant Bernard Lacaux. Une erreur d'arbitrage, certes, mais sur le vu du match, la victoire lyonnaise est méritée. Des joueurs de rugby sanctionnés. Après enquête et visionnage des films concernant les deux rencontres de championnat Lavelanet-Nice et Lourdes-Bagnères disputées dimanche dernier, la Fédération française de rugby a décidé de sanctionner la totalité des joueurs des 4 clubs. D'autre part, 5 joueurs niçois sont suspendus immédiatement, 3 d'entre eux, Sappa, H et Vedella, suspendus sine die. La Fédération poursuit son enquête et envisage d'autres sanctions plus sévères encore contre les adeptes du jeu dur et du coup de poing. Ce soir, à 21h20, nous vous présenterons un nouveau magazine de 24 heures sur la une. Il s'appelle 72. Pour le premier numéro, un document exceptionnel sur la Chine, Qin et Wang, enfants de Mao. À travers eux, la vie quotidienne de 2 familles chinoises que nous présente maintenant Jacqueline Dubois. Été 72, le parc de l'université de Pékin, il est 10 heures du matin. Pour ces étudiants de français, presque tous enfants d'ouvriers ou de paysans, c'est l'heure de la récréation, une récréation qui est aussi une discipline. La gymnastique n'est pas obligatoire, mais personne ne songe à s'y dérober. C'est dans ce parc qu'a commencé l'aventure de l'équipe de 72. Pour la première fois, elle a partagé en toute liberté la vie quotidienne de 2 familles chinoises, celle de Qin, 22 ans, fille d'ouvrier, l'aîné de 5 enfants. Son père est grutier dans une grande aciérie des faubourgs de Pékin. C'est dimanche, la promenade se fait en famille. Cet enfant de Mao appartient à la nouvelle élite intellectuelle formée par la révolution culturelle. Elle a renoncé à toute recherche de profit et de bonheur personnel, stigmate de l'ancienne société bourgeoise. Tout comme son camarade d'études Wang, 27 ans, fils de paysan et jeune marié. Les machines sont dans l'usine. Les machines sont dans l'usine. Le dimanche familial de Wang, c'est le retour aux sources, dans la commune agricole où travaille son père. Comment se définit cette nouvelle génération d'enfants de Mao? Être chinois, c'est être conscient des problèmes de mon pays, de notre pays. Être chinois, c'est de servir le peuple chinois et les peuples du monde de tout cœur. Jeudi 5 octobre à 21h30, 72. Nouveau magazine de 24 heures sur la une. 72, préparé par Jacques-Olivier Chattard et François Moreuil, consacre son premier numéro aux enfants de Mao, un reportage de Jacqueline Dubois. Demain, les agriculteurs des zones de montagne se réunissent à Clermont-Ferrand pour faire connaître leurs problèmes et leurs difficultés. C'est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles qui a organisé cette discussion. C'est aujourd'hui le thème de notre page magazine. Notre page magazine qui est donc consacrée, comme tous les jeudis, à la vie rurale. La voici. L'exode rural. Il est plus important encore dans nos montagnes que dans nos plaines, parce que la vie y est plus rude et la terre moins rentable pour les agriculteurs. Résultat, nos montagnes abandonnées se dégradent. Jacques Poux a cherché dans les Cévennes, le Massif central et les Alpes, les derniers jardiniers de la montagne. Les régions de montagne en France s'étendent sur 40 départements, soit environ 9 millions d'hectares. Là, 2 millions d'habitants vivent
plus ou moins bien sur 180 000 exploitations agricoles. Les principales ressources des montagnards viennent de l'élevage, du lait, des fromages, parmi lesquels ceux de chèvres ou de brebis, comme par exemple le roquefort. Les agriculteurs montagnards s'estiment défavorisés par rapport aux autres classes sociales. Aussi, demain, à Clermont-Ferrand, ils diront publiquement ce qui ne va pas selon eux. Nous considérons qu'il est tout à fait inadmissible de ne pas venir en aide actuellement à l'agriculture de montagne. Voyez-vous, pour trois raisons. D'une part, à une période où de plus en plus, vous savez, on parle de protection de la nature, d'environnement, où les citadins ont de plus en plus besoin d'air pur, de verdure, eh bien, on laisse retourner à la friche et perdre finalement totalement pour tout le monde des surfaces entières qui étaient entretenues depuis des siècles gratuitement par des générations d'agriculteurs. Alors, nous considérons cela comme inadmissible. Le deuxième point, c'est qu'à une période où on parle d'un plan social qui va venir en aide aux catégories les plus défavorisées de la société, eh bien ceux qui, en montagne, finalement, ont les conditions de vie les plus difficiles, eh bien, passent pratiquement à côté de ce plan social. Le troisième point, eh bien, c'est qu'à une période où le monde entier s'inquiète d'une pénurie de viande, eh bien, on laisse se vider ce réservoir naturel de viande de jeunes bovins que représente la montagne française. Voici Esparon, au nord de l'Hérault, à 2 pas de la Lozère, du Gard, de l'Aveyron. Un village de moyenne montagne, comme il y en a beaucoup. Un village presque abandonné, dont voici le dernier habitant. Il a plus de 80 ans. Les jeunes, eux, sont partis ailleurs, vers la ville, à la découverte d'un autre univers. La cloche de l'église ne tinte plus et les terres alentours redeviennent sauvages. Petit à petit, bien sûr, les citadins achètent les ruines et viennent jouer aux campagnards 1 mois par an. Mais cela ne suffit pas. En cherchant bien sur le Causse, nous avons rencontré un agriculteur. Ces enfants ne continueront pas à exploiter la propriété, une ferme de plus à l'abandon en perspective. C'est trop esclave. L'esclavage des bêtes, puis on n'y gagne pas la vie. C'est pas assez rentable. Est-ce que vous pensez que s'il y avait des aménagements, si le gouvernement donnait des aides, est-ce que vous pensez que les jeunes resteraient? Oh ben, quand serait-ce que pour l'esclavage des bêtes, non. Vous voyez que dans les fermes, toutes les fermes aux alentours, ben, elles sont toutes, elles sont abandonnées, quoi. À l'évolution que nous sommes du temps, maintenant, c'est impossible de pouvoir vivre. Vol, vol, vol. Mais c'est petit. Attendez, on les aura vite comme ça. Plus au nord, dans la Haute-Loire, là où le climat se fait plus rude, où les chemins se couvrent de neige tout au long d'un hiver long et rigoureux, les difficultés sont encore plus importantes pour les agriculteurs. Grâce aux moyens modernes d'information, ils ont une conscience toute particulière des obstacles de toutes sortes qu'ils ont constamment à surmonter. Étant donné que la population est en régression, il faut faire face aux charges qui sont toujours les mêmes. Nous avons besoin de chemins, nous avons besoin de routes, nous avons besoin de déneigement pendant l'hiver. C'est vrai, aujourd'hui, les agriculteurs, quel est le principal revenu? C'est le lait dans la région. Pour certains, surtout pour les petites exploitations. Petites parce qu'ici, on ne peut pas qualifier aussi d'une exploitation bien importante, quoi. Alors, de ce fait, les routes ont besoin d'être débloquées de plus en plus. Et c'est une charge extraordinaire pour les collectivités, quoi. C'est-à-dire que vous voulez dire que le nombre d'agriculteurs étant restreint, les charges sont les mêmes et elles sont plus lourdes de ce fait. Elles sont plus lourdes, elles se répercutent toujours sur les mêmes surfaces, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça serait catastrophique, à votre avis, si les jeunes continuaient à s'en aller de la montagne? À mon point de vue, quand même, parce que du jour où on aura plus de jeunes dans nos pays de montagne, ce sera la catastrophe complète à tout point de vue, quoi. Il n'y aura plus de vie dans le pays. Je sais pas.
Et puis, tel comme se présente l'évolution de l'agriculture maintenant, il faut quand même des jeunes. En haute montagne, dans les Pyrénées ou dans les Alpes, on est frappé de constater que souvent l'implantation des stations de sport d'hiver ne semble pas profiter directement aux ruraux. Ils vivent en marge parce que les complexes de loisirs recrutaient jusqu'à présent leur personnel ailleurs. Les choses sont en train de changer, mais lentement, très lentement. Ça vous en donne du mal, hein? C'est dur la montagne, hein? Oh oui, c'est dur. Et c'est tout le temps comme ça. Ah, c'est tout le temps comme ça. Les revenus sont faibles, le travail est pénible, les saisons sont courtes. Alors on a d'énormes difficultés. Si au niveau des investissements, on a de gros investissements pour un rendement qui est parfois faible. Et sur le plan de la vie de tous les jours, est-ce que vous vous sentez seul, pas seul, isolé ou non? Eh bien, on a la chance de vivre dans un village de la zone périphérique du parc de la Vanoise, qui se développe sur le plan touristique, mais on a quand même l'impression que les agriculteurs restent une minorité isolée. Vous êtes marié ou célibataire? Je suis célibataire. Par goût? Oh non, pas du tout. Parce qu'on ne trouve pas plus à se marier. Les agriculteurs qui restent en montagne trouvent rarement à se marier. Pourquoi? Eh bien, le métier est pénible, la rentabilité étant faible. Les femmes sont obligées de mettre un coup aussi à l'exploitation. Finalement, c'est un métier très, très dur pour les femmes. Et de plus en plus, elles cherchent une situation meilleure. C'est-à-dire? Bien dans les emplois du tourisme ou dans des emplois permanents. Et ce développement touristique ne se fait pas avec les agriculteurs, alors? Pour le moment, non. Ça viendra probablement parce qu'on se rendra compte un jour ou l'autre que c'est indispensable de le faire, mais pour le moment, non. Les gens n'ont pas encore pris conscience de la nécessité de maintenir l'agriculture. Quel est le rôle, si vous le deviez le définir, de l'agriculteur en zone de haute montagne? Moi, je pense que c'est un petit peu un homme qui entretient la nature, qui entretient le paysage et qui, à ce titre-là, devrait percevoir une prestation de service. Il rend un service à la société parce que je n'ai pas le chiffre de ce que coûte le jardin public en ville, mais je sais que ça coûte très cher. Alors on entretient quand même un jardin assez important sans pratiquement demander d'aide. Enfin, on les demande, mais sans obtenir d'aide, quoi. Alors c'est la raison pour laquelle, si on attend encore un petit peu, il n'y aura plus d'agriculteurs. Le problème sera réglé comme ça. Quel est en pratique alors le rôle de ce que vous définissez comme étant le jardinier de la montagne? Eh bien, l'agriculteur, s'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de vaches. Donc les terrains, les parcours ne sont plus pâturés. Et à ce moment-là, de deux choses l'une, où la forêt et la broussaille poussent, ou alors c'est l'herbe qui n'est pas pâturée, qui a les risques d'avalanche. Alors, pour des pays de haute montagne qui sont obligés sur le plan touristique de faire 2 saisons, le ski serait impossible. Longtemps, les agriculteurs des zones de montagne ont été oubliés. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont un rôle à jouer, un rôle très important. C'est pour que tout le monde prenne conscience de ce rôle qu'ils se réunissent demain à Clermont-Ferrand. Tout le monde, y compris les pouvoirs publics. Il est bien reconnu que les agriculteurs ont créé le décor rural dont profitent les citadins quand ils vont à la campagne, à la montagne, et qu'ils le maintiennent et qu'ils l'entretiennent. Et il est bien établi maintenant qu'il sera moins onéreux de maintenir cette situation que de procéder ensuite, après dégradation, à la recherche de la situation d'origine. Car on sait très bien que lorsque l'agriculteur est parti, la dégradation du paysage, et même plus grave, des terres et des eaux en montagne, suit la dégradation de l'exploitation. Il y a des exemples inscrits sur le terrain. Par conséquent, ces gardiens du paysage, ces gardiens de la nature, on sent déjà au départ que il est de l'intérêt national de les encourager à rester.
Des solutions miracles, il n'y en a pas. Mais des tentatives de solutions existent. Cette jeune femme quittera bientôt sa ferme, souvent isolée en hiver et entourée de maisons abandonnées. Le génie rural a offert à cette famille la possibilité, en lui consentant une aide très importante, de s'installer au village voisin, distant de 4 kilomètres. Dans quelques mois, leur vie aura changé. Ils ne vivront plus en reclus. Leur petit garçon aura des camarades comme les autres enfants. Mais l'enfer des villes, son esclavage, ils ne le connaîtront jamais. Et ils auront tout de même fui la solitude et l'isolement. En haute montagne, les agriculteurs ont également des idées sur la manière d'envisager l'avenir. Je pense qu'il y a des méthodes, avec bien sûr les aides appropriées, il faut rechercher des méthodes collectives. Nous avons déjà ici sur le plan local déjà fait des progrès dans ce sens. Nous avons un transhumant qui loue les pâturages communaux et qui garde les moutons du village pendant l'été. L'automne, nous les regroupons, nous les gardons chacun notre tour. Et nous avons créé sur la Haute-Maurienne une société dans laquelle les communes participent justement pour mettre les pâturages communaux en commun avec les propriétaires. Et avec les décrets prochains, qu'on espère prochains de la loi foncière, je pense qu'on pourra arriver à faire des pâturages collectifs valables. Réservoir de pureté, de produits naturels, de santé, la montagne a besoin d'être préservée. Ceux qui y vivent devraient petit à petit participer à la vie touristique avec la formation hôtelière et les métiers de la neige. C'est pour mieux faire comprendre tout cela que les montagnards prendront demain le chemin de Clermont-Ferrand. Nous rejoignons maintenant Michel Tardieu à la Bourse. Vous savez, Michel, que le salon d'automobile ouvrait ses portes aujourd'hui. Comment se porte l'automobile actuellement? Eh bien, les valeurs d'automobile à la Bourse de Paris vont bien. Vous savez que les boursiers ont leur mode, ils sont un petit peu comme les couturiers et les dames. Ils ont leur mode et les valeurs d'automobile sont redevenues à la mode à la Bourse de Paris. Mais d'une façon générale, aujourd'hui, toutes les valeurs se portent bien. Vous allez pouvoir le constater, c'est une bonne séance avec un volume de transactions important. En ce qui concerne les valeurs d'automobile, eh bien, je vous dirais que la plus forte hausse depuis le début de l'année a été enregistrée par les cycles Peugeot. C'est quand même de l'automobile, c'est un groupe automobile qui ont fait plus 181%, tandis que la société Peugeot, la société mère Peugeot SA, elle a gagné 88,8%. Et puis d'autres valeurs d'automobile, SEV Marshall 160%, Ferrodo 86%, Citroën 19%. Vous voyez donc que les valeurs automobiles se portent très bien en ce moment à la Bourse de Paris. On parle beaucoup de pneus, vous avez vu que Michelin était encore en hausse aujourd'hui. Michelin est soupçonné par beaucoup de gens, et notamment par les observateurs suisses, de vouloir faire un grand groupe européen avec les deux principales sociétés allemandes de pneumatiques. Et on apprend ce matin que la société Bayer, la société chimique allemande Bayer, a elle aussi renforcé ses positions dans les pneumatiques en Allemagne, en prenant une participation importante, 35%, dans la troisième société allemande de pneumatiques. Autrement dit, si les choses continuent comme on le croit, le grand groupe européen pourra compter non seulement Kleber-Colomb, filiale de Michelin, mais aussi peut-être les trois grandes sociétés allemandes de pneumatiques et éventuellement aussi une société autrichienne. Mais je crois que mon temps est déjà écoulé. Ici la Bourse de Paris, à vous Jean-François Robinet. Merci Michel. Eh bien oui, il ne nous reste que le temps de vous souhaiter une bonne après-midi. Au revoir.